Spinoza et la carte de la conscience féminine, l'héritage oublié. Avant que nous commencions ce voyage extraordinaire à travers l'une des philosophies les plus révolutionnaires jamais écrites, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment la façon dont vous comprenez le monde, veuillez vous abonner à cette chaîne. Ne manquez aucun moment de ce que nous créons ici, car chaque vidéo que vous allez découvrir est conçue pour vous ouvrir les yeux sur des vérités cachées depuis des siècles. Cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant et si vous regardez cela sur votre téléphone, n'oubliez pas de hype cette vidéo. C'est tellement important pour nous et cela aide vraiment à ce que beaucoup plus de gens découvrent cette connaissance transformatrice. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir d'où vous regardez cette vidéo en ce moment. De quel pays venez-vous et à quelle heure regardez-vous? Écrivez dans les commentaires où vous êtes et à quel moment de votre journée vous découvrez cette histoire. Cela nous aide à comprendre notre communauté mondiale. La substantia ignorée, quand Spinoza a cartographié l'invisible. Avez-vous jamais pensé que la philosophie occidentale aurait pu être complètement différente si nous avions vraiment écouté Spinoza? Pendant des siècles, les penseurs ont célébré ce philosophe hollandais pour sa métaphysique révolutionnaire, pour sa vision de Dieu comme substance infinie, pour son génie mathématique et sa logique impeccable. Mais combien d'entre nous ont réellement remarqué ce qui se cachait entre ces propositions géométriques? Combien ont vraiment compris que Spinoza avait écrit une carte si précise, si détaillée de la conscience féminine que seuls les aveugles volontaires pourraient prétendre qu'elle n'existait pas? La vraie révolution de Spinoza ne résidait pas seulement dans ce qu'il a dit ouvertement, mais dans ce qu'il a rendu possible de penser. Imaginez un monde où, au XVIIe siècle, un homme philosophe avait l'audace de déclarer que Dieu, cette essence suprême sur laquelle reposait toute la justification des hiérarchies humaines, n'avait absolument aucun attribut de genre. Aucun, pas même une trace de masculinité ou de féminité. Juste une substance infinie, impersonnelle, absolument indifférente aux catégories sexuelles que nous avons créées. N'est-ce pas déjà une bombe philosophique? N'est-ce pas déjà une déclaration d'égalité plus radicale que tous les traités de la Renaissance? Mais attendez, il y a plus, beaucoup plus. Spinoza n'a pas seulement dit que Dieu n'avait pas de genre. Il a établi un système entièrement nouveau pour comprendre comment nous, créatures finies, pouvons accéder à la liberté véritable. Et dans ce système, il a implicitement créé les outils intellectuels pour démolir, pierre par pierre, chaque argument jamais invoqué pour justifier la subordination des femmes. Pensez-y vraiment. Pendant que l'Église romaine, pendant que les théologiens conservateurs, pendant que les pouvoirs en place prêchaient que les femmes étaient naturellement inférieures, parce que la Bible le disait, parce que la tradition le disait, parce que Dieu l'avait ordonné ainsi, Spinoza était en train de détruire le fondement même de ces affirmations. Comment? En montrant que Dieu n'était pas une personne autoritaire qui aurait pu ordonner quoi que ce soit. Dieu n'était pas un roi au ciel qui aurait décidé arbitrairement que les hommes seraient maîtres et les femmes servantes. Dieu était nature. Dieu était l'ordre infiniment complexe de l'existence elle-même. Et dans cet ordre, dans cette nature, il n'y avait aucune raison fondamentale pour que les femmes seraient moins puissantes, moins capables, moins dignes de liberté que les hommes. Vous voyez, la plupart des gens qui lisent Spinoza aujourd'hui passent à côté de quelque chose d'extraordinaire. Ils voient son système métaphysique comme une belle abstraction, comme un jeu intellectuel intéressant mais sans conséquences réelles. Ils ne réalisent pas que chaque concept qu'il introduit, du conatus à l'affectus, de l'inadequatio ideae à la beatitudo, est en réalité une clé qui ouvre des portes fermées. Et l'une de ces portes, peut-être la plus importante, est la porte de la conscience féminine. Une porte que les pouvoirs en place n'ont jamais voulu que nous franchissions. Les femmes du temps de Spinoza n'avaient pas accès à l'éducation philosophique. Elles n'avaient pas les mots, pas les concepts, pas le cadre intellectuel, pour même imaginer qu'elles pourraient être égales aux hommes. Mais est-ce que cela signifie qu'elles ne l'étaient pas? Est-ce que cela signifie que Spinoza n'avait rien à leur dire?
Au contraire, c'est précisément parce qu'elle n'avait pas ces outils que la philosophie de Spinoza devient si dangereuse, si révolutionnaire. Car une fois qu'une femme comprend que la substance infinie de l'existence court à travers elle exactement comme elle court à travers n'importe quel homme, tout change, tout bascule. Et quand une femme comprend que ce qu'on lui a enseigné sur sa nature, sur son rôle, sur sa place dans le monde, n'est rien d'autre qu'une imagination inadéquate, une perception fausse produite par des siècles de lavage de cerveau théologique et social, alors la domination patriarcale a un problème. Car la conscience, une fois éveillée, ne peut jamais vraiment se rendormir. La substance unique, au-delà des catégories de sexe, commençons par la base de tout. Quand vous pensez à Dieu, à cette idée que vous avez reçue depuis l'enfance, à quelle image votre esprit se conjuge-t-il? Un homme, n'est-ce pas? Avec une barbe, possiblement, assis sur un trône dans le ciel, regardant vers le bas l'humanité avec jugement, comme tous les hommes de pouvoir que vous avez vus. Comme un roi, un pape, un patriarche, voilà ce qu'on nous enseigne. Voilà ce que la tradition nous impose depuis 2000 ans. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que nous projetons une forme humaine, une forme mâle humaine, sur l'essence même de l'existence. Nous anthropomorphisons Dieu, nous le masculinisons. Et une fois que nous avons établi que Dieu est masculin, il devient très facile, n'est-ce pas, de dire que les hommes, créés à l'image de Dieu, partagent quelque chose de divin que les femmes ne possèdent pas. Les théologiens ont construit des cathédrales entières sur cette simple projection. Ils ont justifié des siècles de violence, de contrôle, d'oppression, en disant simplement « Regardez, c'est l'ordre divin ». Spinoza arriva avec quelque chose de radicalement différent. Ce n'est pas un homme qui écrit cela, ce n'est pas un révolutionnaire politique qui prêche la rébellion, c'est un mathématicien. C'est un penseur qui construit son système avec la même précision qu'on utilise pour prouver un théorème géométrique. Et que dit-il? Que Dieu en réalité n'est ni masculin ni féminin. Dieu n'est pas une personne, Dieu n'est pas un roi, Dieu n'est pas même une volonté consciente qui pourrait ordonner quoi que ce soit. Dieu est substance, une substance unique, infinie, éternelle, un ordre unique qui englobe tout ce qui existe. Et cette substance n'a aucune préférence pour le masculin ou le féminin, parce qu'elle n'a pas de préférence du tout. Elle n'a pas de conscience anthropomorphe. Elle n'a pas de jugements moraux. Elle n'a pas de favoris. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Pensez à l'impact radical, révolutionnaire de cette affirmation. Si Dieu n'est pas masculin, alors la justification théologique entière de la domination patriarcale s'effondre. Pas graduellement. Pas lentement, elle s'effondre complètement. Car si Dieu est simplement la nature, simplement l'ordre infiniment complexe de l'existence, alors pourquoi les femmes seraient-elles inférieures à l'ossum dans cet ordre? Pourquoi la nature favoriserait-elle les hommes? Pourquoi aurait-elle créé les femmes pour servir les hommes si elle n'a pas de volonté, pas de conscience, pas de plan préalable? La réponse, selon Spinoza, et qu'elle ne l'aurait pas fait. Parce qu'il n'y a pas de plan préalable, il n'y a pas de téléologie, il n'y a pas de destination assignée. Chaque créature, chaque mode fini de cette substance infinie existe simplement. Elle existe avec la même légitimité que n'importe quelle autre créature. Elle possède la même essence fondamentale. Mais attendez, comment Spinoza arrive-t-il à ces conclusions? Il ne commence pas par la politique, il ne commence pas par la morale. Il commence par la logique. Il commençait par le concept de substance. Une substance, selon lui, c'est ce qui existe en soi, ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Et il démontre logiquement qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi? Parce que si deux substances existaient, elles devraient différer par quelque chose. Mais ce par quoi elles différent, ce serait un attribut. Et si elles ont des attributs différents, ce ne sont pas des substances infinies, car une substance vraiment infinie posséderait tous les attributs possibles. Donc, logiquement, mathématiquement, nécessairement, il ne peut y avoir qu'une seule substance. Et cette substance possède une infinité d'attributs, mais nous, créatures humaines finies, nous ne pouvons en percevoir que deux.
Pourquoi deux? Parce que notre esprit est l'idée de notre corps, et notre corps existe dans l'ordre de l'extension physique. Donc, nous connaissons la pensée et l'extension. Ce sont les deux attributs qui nous sont accessibles. Mais il en existe une infinité d'autres que nous ne pouvons pas concevoir, parce que notre nature est limitée. Et ici, remarquez bien ce que Spinoza a fait. Il a établi que l'essence même de chaque créature, féminine ou masculine, c'est que son esprit est l'idée de son corps, pas une partie du corps, pas une émanation du corps, mais littéralement, strictement, l'idée de son corps. Une femme et un homme ne sont donc pas des êtres séparés par une hiérarchie métaphysique. Ils sont simplement deux expressions différentes de cette même substance infinie. Une femme exprime la substance à travers une configuration corporelle féminine. Un homme l'exprime à travers une configuration corporelle masculine. Mais la substance elle-même ne favorise ni l'un ni l'autre. Voyez-vous la profondeur de cette affirmation? C'est bien plus radical que n'importe quel cri politique de justice. C'est une redéfinition entière de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres jugés par Dieu. Nous ne sommes pas des créatures créées par une volonté divine pour remplir certains rôles. Nous sommes des expressions finies d'une substance infinie. Nous sommes la nature se connaissant elle-même à travers nous. Et rien dans cette description n'implique que certains de nous seraient moins dignes, moins puissants, moins capables que d'autres. Mais les théologiens, les hommes au pouvoir, les défenseurs du statu quo, n'ont jamais vraiment réalisé ce que Spinoza faisait. Pourquoi? Parce que c'était trop dangereux, c'était trop subversif. Car une fois qu'une femme comprend véritablement cette vérité, une fois qu'elle intériorise profondément cette égalité ontologique, elle ne peut plus jamais accepter la subordination comme naturelle. Elle ne peut plus la voir comme quelque chose de divin. Elle ne peut la voir que pour ce qu'elle est vraiment, une construction humaine, un acte de violence sociale, quelque chose de radicalement contre nature. Le corps féminin, comme mode de l'extension. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui a tourmenté les femmes pendant des millénaires. Pourquoi votre corps vous a-t-il été enseigné comme une source de honte? Pourquoi ce que votre corps fait naturellement, ses processus, ses capacités, ses désirs, ont-ils tous été entourés d'une aura de culpabilité? Pourquoi une femme qui menstrue est-elle impure? Pourquoi une femme qui ressent du désir sexuel est-elle pécheresse? Pourquoi une femme qui veut faire autre chose que d'être mère est-elle contre nature? Ces questions ne sont pas accidentelles. Ces associations entre le corps féminin et la culpabilité, entre le corps féminin et la shame, ne sont pas naturelles. Elles ont été construites, elles ont été enseignées, et elles ont été renforcées pendant si longtemps que beaucoup de femmes les ont internalisées si profondément qu'elles les prennent pour la vérité absolue. Mais Spinoza offre une perspective entièrement différente. Pour lui, le corps féminin n'est rien de plus et rien de moins qu'un mode de l'extension. C'est une configuration particulière de la matière infinie qui constitue l'attribut de l'extension. Et tout ce que le corps féminin fait, tout ce qu'il expérimente, c'est simplement le corps exprimant sa nature propre. Rien de plus, rien de moins. Pensez à ce que cela signifie pour la menstruation. C'est un processus biologique. C'est votre corps régulant ses cycles, libérant l'énergie, préparant le terrain pour la vie potentielle. Selon Spinoza, cela devrait être vu comme l'expression de la puissance naturelle du corps. Mais pendant combien de siècles a-t-on appris aux filles que c'était sale, que c'était une punition, que pendant cette période, elles étaient moins valables, moins pures, moins dignes? Ou considérer le désir sexuel féminin? C'est une puissance naturelle, c'est votre corps exprimant son essence même, son conatus, son effort de persévérer dans l'existence. Mais que dit la tradition patriarcale? Que le désir féminin est dangereux, qu'il doit être contrôlé, qu'une femme vertu est une femme qui réprime ce désir. Une femme honnête, respectable, est une femme qui ignore complètement son propre corps. Spinoza aurait rejeté tout cela. Il aurait dit que c'est précisément le contrôle, la répression, la culpabilité attachée au corps féminin qui constitue la violation réelle de nature. Car chaque chose naturelle cherche à persévérer dans son existence.
chaque corps cherche à augmenter sa puissance d'agir. Et imposer la honte, la culpabilité, la répression sur le corps féminin, c'est réduire cette puissance. C'est faire du mal à la nature. Il y a un concept fondamental dans la philosophie de Spinoza que nous devons vraiment comprendre ici. C'est le concept du conatus. Cela signifie littéralement l'effort, la tendance, et selon Spinoza, chaque chose en existence possède un conatus. Chaque chose cherche à persévérer dans son existence. C'est la définition même de l'essence d'une chose. L'essence de votre corps, c'est son effort de persévérer. Et cet effort n'a rien de honteux. C'est la manifestation la plus basique de ce que vous êtes. Maintenant, ici, c'est très important. Spinoza dit quelque chose qui choque complètement la morale traditionnelle. Il dit que le droit naturel est identique à la puissance. En d'autres termes, ce que vous pouvez faire, ce que votre nature vous permet de faire, c'est ce que vous avez le droit de faire. Il n'y a pas de droit moral abstrait au-dessus de la nature. Il n'y a pas de commande divine qui viendrait limiter ce droit naturel. Ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de devenir, c'est précisément ce que vous avez le droit de devenir. Appliquez cela au corps féminin. Si le corps féminin est capable de générer du plaisir, c'est son droit naturel d'expérimenter du plaisir. Si le corps féminin est capable de désirer, c'est son droit naturel de désirer. Si le corps féminin est capable de donner naissance, c'est son droit naturel. Mais ce droit naturel ne l'oblige pas à donner naissance. Le droit naturel est la capacité, pas l'obligation. Vous voyez la différence ? C'est crucial pour comprendre comment Spinoza déstabilise complètement les justifications patriarcales de la domination féminine. Car la patriarchie a toujours dit « Oui, les femmes ont des corps capables de donner naissance, donc leur destin naturel est la maternité. » Spinoza inverse cela. Oui, les femmes ont des corps capables de donner naissance, donc elles ont le droit naturel de faire ce choix. Mais ce droit n'implique pas l'obligation. Ce droit implique la liberté. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond ici. Nous avons établi que chaque esprit est l'idée du corps, que le corps féminin est un mode de l'extension. Mais comment fonctionne exactement cette relation entre le corps et l'esprit ? Spinoza nous dit qu'il y a un parallélisme strict entre l'ordre des idées et l'ordre des choses. Cela signifie que tout ce qui arrive dans le corps a une correspondance exacte dans l'esprit. Ce n'est pas que l'esprit observe le corps, ce n'est pas que l'esprit commande le corps, c'est que l'esprit et le corps sont deux expressions du même événement sous deux attributs différents. Pensez-y comme une symphonie. La symphonie se joue à travers les instruments, mais elle existe aussi en tant que partition musicale. Ce sont deux expressions du même événement, du même ordre. Donc quand le corps féminin menstrue, l'esprit féminin appréhende cet événement. Quand le corps féminin ressent du désir, l'esprit féminin l'expérimente. Et ce n'est pas un problème, c'est simplement la nature se connaissant elle-même à travers cette particulière configuration d'esprit et de corps. Mais la tradition patriarcale a créé une rupture dans ce parallélisme. Elle a enseigné aux femmes que le corps était mauvais et l'esprit était bon, que le corps était bestial et l'esprit était divin, que plus l'esprit pouvait se détacher du corps, plus une femme serait vertueuse. C'est une violence métaphysique. C'est une guerre menée contre la nature féminine elle-même, et cette rupture crée exactement le type d'affect que Spinoza appelle tristesse. Car la tristesse, dans son système, c'est une diminution de la puissance d'agir. C'est la transition vers une state moins parfaite. Et quand une femme apprend que son corps est mauvais, que ses désirs sont pécheurs, que ses processus naturels sont impurs, sa puissance d'agir diminue. Son conatus est entravé. Sa capacité d'exister pleinement est compromise. La fabrique de la tristesse patriarcale. Maintenant, nous arrivons à quelque chose de vraiment central pour comprendre comment fonctionne l'oppression patriarcale selon le cadre de Spinoza, quelque chose que peu de gens discutent réellement. Je veux que vous me suiviez très attentivement ici, parce que ce que nous allons examiner peut littéralement changer la manière dont vous voyez votre propre vie émotionnelle.
Spinoza divise les affections, les émotions, en deux catégories. Il y a les passions, qui sont des affects passifs. Ce sont des états où quelque chose extérieur agit sur nous pousse, nous diminue. Et il y a les actions, qui sont des affects actifs. Ce sont des états où nous agissons selon notre propre nature, où notre puissance augmente, où nous devenons plus vivants. Les affects passifs peuvent être positifs ou négatifs. Il y a la joie passive qui arrive quand quelque chose d'extérieur nous fait du bien, nous remplit de plaisir, mais ce n'est pas notre propre puissance qui agit. C'est une autre puissance qui agit sur nous. Et il y a la tristesse passive qui arrive quand quelque chose d'extérieur nous blesse, nous diminue, nous enlève du pouvoir. Maintenant, pensez à la condition féminine sous le patriarcat à travers cette lentille. Pendant des millénaires, les structures sociales et religieuses ont été organisées pour que les femmes expérimentent constamment des affectus de tristesse passive. Les femmes avaient-elles le contrôle sur leur propre éducation? Non. Cela leur était imposé de l'extérieur. Les femmes avaient-elles le choix dans leur propre mariage? Non. Cela leur était imposé de l'extérieur. Les femmes avaient-elles le droit de posséder des propriétés? Non. Leur existence était économiquement dépendante des hommes. À chaque moment de leur vie, une femme expérimentait l'action d'une puissance extérieure qui limitait sa propre puissance d'agir. Et bien sûr, selon Spinoza, cette diminution constante de puissance produit un affect. Elle produit la tristesse. Mais ce n'est pas une tristesse accidentelle. Ce n'est pas une tristesse qu'on ne pourrait pas éviter. C'est une tristesse qui a été systemized, installée dans les structures mêmes de la société. C'est une tristesse fabriquée intentionnellement, même si ce n'était pas toujours conscient. Mais il y a plus, car la patriarchie n'a pas simplement imposé des limitations externes. Elle a aussi imposé des limitations internes. Elle a enseigné aux femmes comment limiter leur propre puissance d'agir. Elle leur a appris la culpabilité, la honte, la peur. Et ces affects internes sont peut-être même plus puissants que les limitations externes. Prenez la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité selon Spinoza? C'est un affect complexe. C'est à la fois de la haine de soi et une imagination de sa propre imperfection. Quand une femme ressent de la culpabilité, elle juge sa propre existence comme inadéquate. Elle se punit elle-même pour être ce qu'elle est. Et où vient cette culpabilité? Elle vient de l'internalisation des enseignements patriarcaux. Elle vient de siècles de messages qui disaient « Vous êtes mauvaise en tant que femme. Votre corps est mauvais. Vos désirs sont mauvais. Votre ambition est mauvaise. Votre simple existence est une source de problèmes. Et cette culpabilité est une diminution terrible de puissance. C'est une auto-limitation. C'est une femme se battant contre elle-même. Car selon Spinoza, rien n'est plus destructeur pour votre existence que de vous haïr vous-même. Rien n'est plus dommageable à votre puissance que de vous croire inadéquate. Mais attendez, il y a un mécanisme encore plus profond à l'œuvre. Il y a ce que Spinoza appelle l'imagination inadéquate. C'est la première forme de la connaissance. C'est quand nous comprenons le monde à travers les effets qu'il a sur nous sans comprendre les causes réelles. Quand vous sentez une émotion forte, par exemple, votre imaginaire inadéquate vous fait penser que cette émotion vient d'où vous pensez qu'elle vient. Mais en réalité, il y a toute une causalité complexe derrière elle que vous ne pouvez pas voir. Et la patriarchie exploite cette inadéquatio ideae comme aucune autre chose. Elle produit des imaginaires inadéquats spécifiques. Elle dit « Les femmes sont naturellement plus faibles. Elles sont naturellement plus émotionnelles. Elles sont naturellement à la maison. Elles sont naturellement moins capables de penser logiquement. Et voici la beauté terrible du système. La patriarchie crée les conditions sociales qui produisent exactement ces traits. Les femmes sont exclues de l'éducation, donc elles semblent moins instruites. Les femmes vivent une vie d'oppression, donc elles sont plus émotionnelles. Les femmes n'ont pas d'espace dans le monde public, donc elles deviennent des créatures du foyer. Et puis, une fois que ces traits ont émergé comme résultat de l'oppression, la patriarchie les désigne comme naturels, comme essentiels, comme la vraie nature de la féminité.
C'est un cercle vicieux incroyablement bien construit. C'est pourquoi Spinoza appelle cela l'esclavage. Ce n'est pas juste l'esclavage externe, c'est l'esclavage interne. C'est une femme incapable de se voir en dehors du rôle qu'on lui a imposé. C'est une femme croyant que sa prison est sa vraie nature. Mais il y a un affect qui est peut-être encore plus important pour l'oppression patriarcale. Et celui-ci, c'est la peur. Pourquoi ? Parce que la peur est l'affect qui paralyse. La peur est ce qui vous arrête avant même que vous ayez envisagé d'agir. La peur est l'affect préventif. Et pendant des millénaires, les femmes ont été enseignées à avoir peur. Peur de la violence, peur du viol, peur du jugement social, peur du rejet, peur de ne pas être aimée, peur de ne pas être mariée, peur de ne pas être mère, peur de la pauvreté, peur de la solitude, peur même de leur propre puissance. Cette peur est omniprésente dans la vie féminine, et elle fonctionne comme une arme silencieuse, car il ne faut pas nécessairement que la patriarchie bloque physiquement chaque action d'une femme. Il suffit qu'elle ait peur d'agir. Il suffit qu'elle ait peur de dépasser les limites imposées. Cela suffit à la maintenir contrôlée. Et Spinoza nous dit quelque chose de très important sur la peur. Il dit que la peur est un affect triste, c'est une diminution de puissance, c'est une transition vers un état moins parfait, et il dit quelque chose de plus. La peur est incompatible avec le raisonnement adéquat. Vous ne pouvez pas avoir peur et penser correctement en même temps. La peur et la raison ne peuvent pas coexister dans le même moment conscient. Ce que cela signifie, c'est que le système patriarcal, en maintenant les femmes dans la peur, les maintient automatiquement hors de la capacité à penser de manière adéquate sur leurs conditions. Les femmes qui ont peur ne peuvent pas raisonner clairement sur pourquoi elles ont peur. Elles peuvent seulement sentir la peur et obéir à elle. Et puis il y a l'espoir. Ah, l'espoir. Nous pensons généralement à l'espoir comme quelque chose de positif. Mais Spinoza nous dit que c'est en fait un affect passif, un affect triste. Pourquoi ? Parce que l'espoir signifie que vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous attendez, vous dépendez de quelque chose d'extérieur pour vous apporter ce que vous désirez. C'est fondamentalement une diminution de puissance. Et regardez comment la patriarchie utilise l'espoir contre les femmes. Les femmes sont élevées pour espérer. Elles espèrent être sauvées par un homme. Elles espèrent que le mariage les rendra heureuses. Elles espèrent que leurs enfants leur donneront un sens à la vie. Elles espèrent que le sacrifice personnel sera récompensé. Et dans cet espoir, elles vivent dans une diminution passive de puissance. Elles ne prennent pas action pour créer la vie qu'elles veulent. Elles attendent, elles espèrent. Et l'espoir, selon Spinoza, c'est une forme de tristesse déguisée. Maintenant, pensez à comment tous ces affects tristes fonctionnent ensemble pour créer l'oppression patriarcale. Une femme a peur, donc elle ne peut pas raisonner adéquatement. Elle ne peut pas comprendre les causes réelles de sa condition. Elle vit dans l'imagination inadéquate. Elle culpabilise elle-même pour sa condition, croyant que c'est de sa faute. Elle espère que quelque chose d'extérieur viendra la sauver. Et à travers tout cela, sa puissance d'agir diminue constamment. C'est un système étonnant dans sa cohérence. C'est presque comme si la patriarchie était construite selon une logique spinoziste, précisément pour créer la servitude. Mais voici l'autre côté de la pièce. Si la patriarchie peut fabriquer la tristesse, cela signifie qu'elle n'est pas naturelle. Cela signifie qu'elle peut être défabriquée. Car si la peur peut être apprise, elle peut aussi être désapprise. Si l'imagination inadéquate peut être enseignée, elle peut aussi être remplacée par la compréhension adéquate. Si la culpabilité peut être inculquée, elle peut aussi être guérie. Et c'est là que commence le vrai travail de libération. À suivre dans les sections suivantes, comment Spinoza offre un chemin vers la joie active et la véritable liberté féminine à travers la raison et le troisième genre de connaissance. Que pensez-vous de ce que vous avez découvert jusqu'à présent ? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Et rappelez-vous, nous créons cet contenu pour vous. Votre engagement, vos partages, c'est ce qui nous permet de continuer à plonger dans ces mystères profonds. Merci de nous suivre et je vous verrai dans la prochaine partie de ce voyage extraordinaire. Spinoza et la carte de la conscience féminine. La raison comme arme de libération.
Avant de continuer avec ce voyage extraordinaire, je dois absolument vous demander quelque chose. Si vous aimez vraiment les histoires inspirantes qui changent votre perspective, qui vous font voir le monde d'une manière complètement nouvelle, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne laissez pas passer un seul moment de ce contenu transformateur. Chaque vidéo que nous créons est pensée pour vous offrir des outils intellectuels qui vous libèrent. Et si vous regardez cela sur votre téléphone en ce moment, je vous supplie de hype cette vidéo. Appuyez sur ce bouton. Cela m'aide tellement à atteindre plus de personnes. Cela aide à ce que cette connaissance, cette lumière que Spinoza a laissée pour nous, puisse atteindre ceux et celles qui en ont le plus besoin. Maintenant, j'aimerais vraiment vous connaître. D'où regardez-vous cette vidéo? De quel pays venez-vous? Et à quelle heure de votre journée écoutez-vous cela? Est-ce le matin avant le travail? Le soir avant de vous endormir? Pendant une pause? Dites-moi dans les commentaires. J'aime savoir que nous sommes connectés à travers le monde, partageant ces pensées profondes à différents moments de nos vies. La raison, comme épée, sortir de l'imagination inadéquate. Avez-vous jamais ressenti cette sensation étrange où vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas exactement identifier quoi? C'est comme sentir que vous êtes prisonnière d'une réalité qui ne vous appartient pas vraiment, mais vous ne pouvez pas articuler précisément ce qui est mal. Vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Et c'est exactement dans cet état que la patriarchie nous maintient. C'est précisément cela que Spinoza appelle vivre dans l'imagination inadéquate. Pendant presque 3000 ans de civilisation patriarcale, les femmes ont été maintenues dans un état spécifique de compréhension du monde. Un état où elles comprenaient leur réalité, non pas à travers les causes réelles, non pas à travers la raison, mais à travers les effets que les structures de pouvoir produisaient sur elles. Et les effets, c'est ce qui les maintenait dans l'ignorance. Les effets de la domination masculine n'expliquent pas la domination elle-même. Ils ne montrent que ses résultats. Et une personne qui ne voit que les résultats, qui ne comprend pas les causes, reste piégée dans l'imagination. Pensez à une femme qui grandit dans une société patriarcale. Elle voit que les hommes sont généralement plus riches qu'elle. Elle voit que les hommes occupent plus de positions de pouvoir. Elle voit que les hommes ont plus de liberté. Et son imagination inadéquate lui dit « c'est parce que les hommes sont naturellement supérieurs. C'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que c'est l'ordre naturel des choses. » Mais elle ne voit pas les causes réelles. Elle ne voit pas les siècles de lois qui ont interdit aux femmes de posséder des propriétés. Elle ne voit pas les systèmes éducatifs qui refusaient l'accès aux femmes. Elle ne voit pas les structures économiques qui forçaient les femmes à dépendre financièrement des hommes. Elle ne voit que les résultats, et sur la base de ces résultats, elle construit une fausse compréhension de la réalité. C'est ce que Spinoza appelle la première forme de la connaissance. C'est la connaissance par expérience aléatoire. C'est quand nous jugeons du monde basé uniquement sur ce que nous observons directement, sans chercher à comprendre les causes qui produisent ce que nous observons. Et c'est la forme de connaissance qui maintient la plupart des gens, et spécialement les femmes opprimées, dans l'esclavage émotionnel et intellectuel. Mais Spinoza propose quelque chose de radical. Il propose un chemin vers une deuxième forme de connaissance, une forme qu'il appelle les notions communes. Qu'est-ce qu'une notion commune ? C'est la compréhension rationnelle des causes partagées par plusieurs choses. C'est quand vous commencez à voir que plusieurs phénomènes différents sont produits par les mêmes causes sous-jacentes. Et une fois que vous voyez cela, quelque chose d'extraordinaire arrive. Vous sortez de l'imagination inadéquate, vous entrez dans la raison. Imaginez une femme qui commence à réfléchir rationnellement à sa condition. Elle ne dit plus simplement « je suis pauvre », donc les hommes doivent être supérieurs. Au lieu de cela, elle commence à se poser des questions vraiment difficiles. Elle demande « pourquoi est-ce que mes ancêtres femmes n'avaient pas le droit de posséder de propriété ? Quel système avait intérêt à maintenir cela? Qui en bénéficiait ?» Et une fois qu'elle pose ces questions, elle commence à voir les causes. Elle voit la patriarchie comme un système de pouvoir, pas comme une loi naturelle. Et c'est transformateur, car la raison, selon Spinoza, c'est le commencement de la libération.
C'est quand vous avez finalement accès aux outils intellectuels pour voir à travers les illusions qui ont maintenu vous contrôler. Et c'est particulièrement transformateur pour les femmes, parce que les femmes ont tellement longtemps été exclues de la raison. On leur a dit qu'elles n'étaient pas rationnelles. On leur a dit que leur nature était émotionnelle, intuitive, passive. On leur a dit que la raison était une faculté masculine. Et donc, une femme qui commence à exercer la raison, qui commence à penser profondément et systématiquement sur sa condition, elle fait quelque chose de révolutionnaire. Elle viole l'ordre patriarcal juste en pensant. Spinoza appelle cette seconde forme de connaissance la raison. Et c'est une transition puissante. Quand vous passez de l'imagination à la raison, votre puissance d'agir augmente immédiatement. Pourquoi? Parce que comprendre quelque chose, vraiment comprendre les causes derrière cela, vous donne du pouvoir sur cela. Tant que vous croyez que la pauvreté des femmes est naturelle, vous ne pouvez rien faire à ce sujet. Vous l'acceptez. Mais une fois que vous comprenez que c'est le résultat de systèmes de lois et d'économies qui pourraient être changés, vous pouvez commencer à agir. Vous pouvez commencer à imaginer une réalité différente. Mais attendez, il y a une subtilité importante ici. Spinoza ne dit pas que comprendre les causes vous apporte immédiatement la liberté complète. La raison elle-même, même la raison la plus claire, est encore une forme limitée de connaissance. Car vous comprenez les causes, oui, mais vous les comprenez toujours de manière partielle. Vous comprenez comment les systèmes fonctionnent, mais vous ne comprenez pas encore comment tout cela s'inscrit dans l'ordre infiniment complexe de l'existence entière. Néanmoins, la raison est un progrès immense, car à travers la raison, une femme peut commencer à voir les schémas. Elle peut commencer à reconnaître comment les mêmes structures de contrôle se répètent à différents niveaux. Elle peut voir comment l'oppression économique se lie à l'oppression légale, qui se lie à l'oppression psychologique, qui se lie à l'oppression religieuse. Elle peut voir l'ensemble du système comme un seul tissu interconnecté de domination. Et une fois qu'elle voit cela, elle peut commencer à agir sur cela. Voici un exemple concret. Une femme regarde la pornographie qui l'objectifie. Son imagination inadéquate lui dit peut-être « c'est juste la nature du désir humain, c'est juste comme ça que les choses sont ». Mais si elle exerce la raison, elle peut commencer à voir les causes. Elle peut voir comment l'image objectifiée de la femme profite aux producteurs. Elle peut voir comment cela renforce les hiérarchies de pouvoir. Elle peut voir comment cela affecte l'image que les hommes ont des femmes, et donc affecte ses propres relations. Elle peut voir comment cela réduit sa propre puissance en la transformant en objet plutôt qu'en sujet. Une fois qu'elle voit tout cela rationnellement, clairement, quelque chose change. Elle ne peut plus simplement accepter cela, parce que la raison, c'est puissant. La raison crée une prise consciente sur la réalité, et une prise consciente signifie que vous pouvez agir. Maintenant, Spinoza parle d'un concept très important appelé les notions communes. Qu'est-ce qu'une notion commune? C'est une idée qui s'applique à plusieurs êtres différents. Par exemple, l'idée que tous les humains, hommes et femmes, ont un conatus, un effort de persévérer dans l'existence. C'est une notion commune. C'est quelque chose qui s'applique à tous les humains également. Et une fois qu'une femme comprend cela profondément, une fois qu'elle réalise que son effort de persévérer dans l'existence est tout aussi valide que celui d'un homme, quelque chose s'éveille en elle. Car considérez ce que cela signifie. Si nous avons tous le même effort de persévérer, alors nous avons tous le même droit de poursuivre ce qui augmente notre puissance. Nous avons tous le même droit de chercher la joie, la satisfaction, l'accomplissement, l'amour, le pouvoir. Et il n'y a rien dans cette notion commune qui fasse exception pour les femmes. La raison dit clairement que les femmes ont exactement le même droit que les hommes d'exercer leur conatus. Et c'est où la patriarchie devient véritablement menaçante pour Spinoza. Car une fois que les femmes commencent à exercer la raison, une fois qu'elles commencent à utiliser les notions communes pour comprendre leurs conditions, elles ne peuvent plus être maintenues dans l'ignorance. Elles deviennent dangereuses pour le pouvoir établi. Parce qu'une femme rationnelle est une femme capable de voir à travers les justifications et les mensonges. Une femme rationnelle ne peut pas être manipulée par des appels à la tradition ou à la nature.
elle demandera des preuves, elle demandera des raisons, et si les raisons ne tiennent pas, elle rejettera la prémisse entière. C'est pourquoi l'éducation des femmes a toujours été systématiquement niée. C'est pourquoi les femmes ont toujours été maintenues dans l'ignorance, car l'ignorance, c'est sûr. L'ignorance, c'est prévisible. Mais l'éducation, la raison, c'est dangereux, c'est imprévisible. Vous ne savez jamais où une femme rationnelle vous mènera. Spinoza, avec sa vision du monde, s'oppose complètement à cela. Il insiste que la raison est accessible à tout le monde. Les femmes sont tout aussi capables de raison que les hommes. Les femmes peuvent tout aussi bien comprendre la causalité, les mathématiques, la logique, la physique, l'éthique. Il n'y a rien dans la raison qui serait intrinsèquement masculin. Et une fois que cette affirmation est faite, une fois qu'elle est clairement énoncée dans un système philosophique, elle devient impossible à nier complètement. Mais attendez, il y a quelque chose de plus que Spinoza fait. Il ne dit pas simplement que les femmes peuvent utiliser la raison, il dit quelque chose de plus radical. Il dit que la raison elle-même, quand elle est correctement comprise, doit mener à l'égalité de genre. Car la raison, correctement appliquée, détruit tous les arguments en faveur de la domination masculine. Il n'y a pas d'argument raisonnable qui puisse justifier pourquoi les femmes devraient être soumises aux hommes. Tout argument qui tente cela repose soit sur une fausse prémisse, soit sur une erreur logique, soit sur une imagination inadéquate. Considérez les arguments traditionnels. On dit que les femmes sont physiquement plus faibles. C'est vrai en général, mais la raison demande: en quoi la force physique devrait-elle déterminer le pouvoir politique ou économique? Les hommes âgés sont aussi faibles que les femmes, et nous ne leur retirons pas de droits. Les hommes malades sont aussi faibles, et nous les traitons comme des citoyens égaux. Donc l'argument de la force physique ne tient pas rationnellement. On dit que les femmes sont plus émotionnelles, peut-être. Mais la raison demande d'où vient cette émotionnalité. N'est-elle pas le résultat de l'oppression elle-même? Les femmes maintenues dans un état constant de peur, de culpabilité, de dépendance, ne deviendraient-elles pas naturellement plus émotionnelles? Et d'ailleurs, l'émotionnalité empêche-t-elle vraiment quelqu'un de penser rationnellement? Les hommes émotionnels existent aussi. Donc cet argument aussi ne tient pas rationnellement. On dit que les femmes sont naturellement destinées à la maternité. Peut-être qu'elles ont la capacité biologique de reproduire. Mais la raison demande: la capacité biologique détermine-t-elle la destinée sociale? Les hommes ont la capacité biologiquement de produire du sperme. Cela signifie-t-il que leur destinée est d'être père? Non. Nous acceptons que les hommes choisissent leur propre chemin. Donc pourquoi pas pour les femmes? La raison ne peut pas justifier cette asymétrie. Et vous voyez comment cela fonctionne? À chaque étape, quand vous appliquez la raison, quand vous appliquez la logique, quand vous appliquez les notions communes, tous les arguments en faveur de la domination masculine s'effondrent. Il ne reste que l'intérêt du pouvoir. Il ne reste que le désir des hommes au pouvoir de maintenir leur pouvoir. Et cela, vous ne pouvez pas le justifier rationnellement. Vous pouvez seulement le faire. Vous pouvez exécuter la domination, mais vous ne pouvez pas la justifier raisonnablement. C'est pourquoi Spinoza est si dangereux pour le patriarcat. Ce n'est pas qu'il plaide pour les femmes de manière sentimentale ou morale. C'est qu'il offre une logique, un système rationnel qui mène inévitablement à la conclusion que l'égalité des femmes est rationnelle et que la domination des femmes est irrationnelle. Et une fois que cela est établi, il devient impossible pour les personnes rationnelles de défendre la domination. La conscience collective féminine, quand les notions communes deviennent mouvement. Maintenant, imaginez quelque chose. Imaginez une femme qui commence à comprendre rationnellement sa condition. Elle commence à voir les causes de son oppression. Elle commence à reconnaître les structures qui la maintiennent contrôlée. C'est puissant, c'est transformateur. Mais une femme seule, aussi rationnelle soit-elle, fait face à des structures massives, institutionnalisées, centrales à toute la civilisation. Elle est un individu qui lutte contre une machine. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand plusieurs femmes commencent à faire cela ensemble?
Qu'est-ce qu'il se passe quand 2 femmes, puis 3, puis 10, puis 100, puis 1000 femmes commencent à voir les mêmes causes, à reconnaître les mêmes structures, à comprendre les mêmes mécanismes d'oppression? C'est là que Spinoza nous offre quelque chose de extraordinaire. C'est là que les notions communes deviennent une force collective. Spinoza dit quelque chose de très important sur la manière dont nous pouvons construire une compréhension rationnelle du monde. Il dit que quand plusieurs êtres différents partagent des causes communes, ils peuvent construire une compréhension rationnelle commune. Cela s'appelle une notion commune. Et plus les êtres qui partagent cette compréhension sont nombreux, plus cette notion devient puissante. Pensez-y, une femme qui reconnaît que l'économie patriarcale la maintient dépendante, une autre qui reconnaît la même chose, une autre qui le reconnaît aussi, et une autre. Bientôt, il n'y a pas seulement une femme qui comprend cela, il y a une compréhension collective, partagée par un groupe. Et cette compréhension collective génère une puissance collective. Car selon Spinoza, quand plusieurs êtres agissent en fonction d'une compréhension partagée, leur puissance se multiplie. Ce n'est pas une addition simple, c'est une multiplication exponentielle. C'est ce que Spinoza appelle la multitudo. C'est la puissance collective d'une multiplicité d'êtres. Et la multitudo féminine, une fois qu'elle s'éveille à la compréhension rationnelle de son oppression, devient une force pratiquement irréductible. Pourquoi ? Parce que contre une femme isolée, la patriarchie a une centaine de ruses. Mais contre une multitude de femmes qui comprennent collectivement leurs conditions, contre une force collective organisée autour d'une compréhension rationnelle partagée, la patriarchie a beaucoup moins de ressources. Mais voici quelque chose que Spinoza nous aide à comprendre, que beaucoup de mouvements sociaux oublient. Ce n'est pas suffisant d'avoir une rébellion émotionnelle. Ce n'est pas suffisant que les femmes soient simplement en colère contre l'oppression. Car une révolte basée sur la colère, sur l'émotion passionnelle, peut être écrasée, elle peut être cooptée, elle peut être redirigée. Mais une révolte basée sur la compréhension rationnelle partagée, sur la conscience collective de ce qui fonctionne vraiment, c'est beaucoup plus difficile à arrêter. Voilà pourquoi les régimes autoritaires s'attaquent toujours d'abord à l'éducation, parce qu'ils savent que l'éducation mène à la raison. Et la raison est le véritable ennemi du pouvoir non mérité. La patriarchie, de la même manière, a toujours cherché à maintenir les femmes ignorantes. Car tant que les femmes ne comprennent pas rationnellement les causes de leur oppression, elles peuvent être manipulées. Elles peuvent être divisées les unes contre les autres. Mais une fois qu'elles comprennent, une fois qu'une compréhension rationnelle partagée se forme, le jeu change. Et Spinoza nous offre un outil pour construire cette compréhension rationnelle partagée. C'est l'outil des notions communes. Car une notion commune, c'est une idée qui s'applique à tous les cas d'une catégorie particulière. Par exemple, toutes les femmes, indépendamment de leur culture, de leur classe, de leur ethnie, partagent le fait d'être opprimées dans une structure patriarcale. C'est une notion commune. Ce n'est peut-être pas vrai au même degré, peut-être pas sous la même forme, mais c'est une expérience partagée fondamentale. Une fois que cette notion commune est établie, d'autres peuvent suivre. Toutes les femmes ont un conatus, un effort de persévérer dans l'existence. Toutes les femmes ont des désirs, des ambitions, des aspirations. Toutes les femmes peuvent penser rationnellement. Toutes les femmes méritent la liberté. Toutes les femmes méritent le pouvoir sur leur propre vie. Ce sont des notions communes. Ce sont des truths rationnels qui s'appliquent universellement à toutes les femmes. Et une fois qu'une collectivité de femmes accepte ces notions communes, une compréhension collective se forme. Et de cette compréhension collective, une action collective peut émerger. Mais attendez, Spinoza nous avertit d'une chose. Il nous avertit que les gens au pouvoir vont tout essayer pour empêcher la formation de ces notions communes. Parce qu'elles sont dangereuses pour le pouvoir, la patriarchie va essayer de diviser les femmes. Elle va essayer de convaincre certaines femmes que leur expérience d'oppression est unique, qu'elle n'est pas partagée, qu'elles ne peuvent pas faire confiance aux autres femmes. Elle va essayer de créer une rivalité entre les femmes, une compétition, une haine. Car tant qu'il n'y a pas d'unité de compréhension, il n'y a pas de puissance collective.
C'est pourquoi on entend souvent des femmes dire « je ne suis pas féministe » ou « les autres femmes ne sont pas mon allié » ou « nous avons des intérêts différents ». Et parfois, c'est vrai. Mais souvent, c'est une manifestation de la division que le système patriarcal travaille très dur à maintenir. Car le patriarcat sait quelque chose que Spinoza nous enseigne. Qu'une multitude consciente d'elle-même, consciente de ses intérêts communs, est pratiquement impossible à dominer. Donc construire une conscience collective féminine, c'est un acte révolutionnaire. C'est un acte radicalement politique. C'est un acte qui mène directement à la libération. Et Spinoza nous offre les outils intellectuels pour faire cela. Il nous montre comment les notions communes peuvent être construites. Il nous montre comment la raison collective peut émerger. Il nous montre que la multitude féminine, une fois consciente de ses propres intérêts partagés, devient irrésistible. La joie active et l'amour de soi éternel. Jusqu'à présent, nous avons parlé de comment échapper à l'imagination inadéquate. Nous avons parlé de comment utiliser la raison pour comprendre les causes de l'oppression. Nous avons parlé de comment construire une conscience collective avec d'autres femmes. Mais ce que Spinoza nous offre vraiment, c'est quelque chose de plus profond que cela. C'est la possibilité d'une joie qui n'est pas dépendante du système qui vous opprime. C'est la possibilité d'une affirmation de soi qui est complète, radicale, indépendante. Et pour comprendre cela, nous devons revenir à un concept fondamental. Nous devons revenir au concept de l'affectus, de l'affect. Spinoza divise tous les affects en deux catégories. Il y a les affects passifs. Ce sont les affects que vous expérimentez quand quelque chose d'extérieur agit sur vous. Et il y a les affects actifs. Ce sont les affects que vous expérimentez quand c'est vous qui agissez selon votre propre nature. Maintenant, les affects actifs, ce sont des affects de joie. Pourquoi? Parce que quand vous agissez selon votre propre nature, quand vous exercez votre puissance propre, quand vous devenez la cause de vos propres actions, votre puissance d'agir augmente. Et quand votre puissance d'agir augmente, vous expérimentez une sensation de joie. C'est une joie radicale. C'est une joie qui n'est pas dépendante de circonstances externes. C'est une joie qui vient simplement de la manifestation de votre propre puissance. Pensez à cela dans le contexte de la conscience féminine. Pendant si longtemps, les femmes ont été dans une position où elles ne pouvaient pas être la cause de leurs propres actions. Tout ce qu'elles faisaient était parce que quelqu'un d'autre, une figure d'autorité, leur disait de le faire, ou parce que la société les pressait à le faire, ou parce qu'elles avaient peur des conséquences si elles ne le faisaient pas. Elles étaient passives. Leur puissance d'agir était constamment diminuée. Mais qu'est-ce qu'il arrive quand une femme commence à agir selon sa propre nature, quand elle commence à faire ce qu'elle veut véritablement faire, pas ce qu'on lui dit de faire? Qu'est-ce qu'il arrive quand elle prend une action basée sur sa propre compréhension, sa propre raison, sa propre évaluation de la situation? Quelque chose d'extraordinaire arrive. Elle expérimente une joie que le système patriarcal n'a jamais prévue. Elle expérimente la joie de la puissance, de la capacité, de la création. Et c'est une joie radicale, parce qu'elle ne peut pas être facilement cooptée. Vous ne pouvez pas donner à une femme une fausse promesse pour lui enlever cette joie. Vous ne pouvez pas la menacer pour la lui enlever. Parce que cette joie vient de l'intérieur. Elle vient de l'exercice de sa propre puissance. Et une fois qu'une femme a goûté à cette joie, elle ne peut pas vraiment revenir en arrière. Elle a eu une expérience de liberté. Et la liberté, une fois goûtée, est addictive. Spinoza nous dit que la joie active est progressive. Cela signifie qu'une fois que vous commencez à l'expérimenter, vous commencez naturellement à chercher d'autres occasions de l'expérimenter. Vous commencez à organiser votre vie autour de ces moments où vous pouvez agir selon votre propre nature, où vous pouvez exercer votre propre puissance. Et ce processus, Spinoza l'appelle la vie bonne. C'est une vie organisée autour de l'augmentation progressive de la puissance d'agir. Maintenant, Spinoza parle d'un troisième type de connaissance. C'est la plus élevée forme de connaissance. Il l'appelle scientia intuitiva,
La connaissance intuitive, c'est quand vous comprenez une chose particulière à travers sa connexion à l'ordre éternel de l'existence entière. C'est une forme de connaissance qui est à la fois particulière et universelle en même temps. Et à travers cette troisième forme de connaissance, quelque chose d'extraordinaire arrive pour une femme. Elle commence à se voir non pas simplement comme une victime d'oppression, non pas simplement comme un individu limité par les circonstances, mais comme une expression éternelle de cette substance infinie, de cette nature infinie. Elle commence à comprendre que même si son existence particulière est limitée, même si son corps morira un jour, quelque chose d'elle participe de l'éternel. Quelque chose d'elle participe de Dieu, de la nature, de l'ordre infiniment complexe de l'existence. Cela semble abstrait, cela semble philosophique et détaché de la réalité concrète. Mais c'est en fait extrêmement puissant, parce que quand une femme réalise cela profondément, quand elle le sent dans son corps et dans son esprit, quelque chose se transforme. Elle réalise que sa vie n'est pas insignifiante. Sa vie n'est pas juste une petite histoire insignifiante dans une histoire patriarcale beaucoup plus grande. Sa vie est une expression particulière d'une infinité. Sa conscience est une manifestation de la conscience infinie de l'existence elle-même. Et à partir de cette réalisation, une forme d'amour émerge. Spinoza l'appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est un amour qui n'est pas basé sur le sentiment ou la passion. C'est un amour qui vient de la compréhension. C'est l'amour que vous ressentez quand vous vous comprenez vous-même correctement. Quand vous comprenez que vous êtes une nécessité dans l'ordre de l'existence. Quand une femme développe cet amour intellectuel de Dieu, d'elle-même comme partie de Dieu, quelque chose arrive. Elle commence à s'aimer elle-même. Et ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'égoïsme au sens péjoratif. C'est l'amour qui vient de voir sa propre nature correctement, de se reconnaître comme partie de quelque chose d'infiniment grand et infiniment beau. C'est l'amour qui dit « Je mérite d'exister, je mérite d'être heureux, je mérite de prospérer, je mérite de développer pleinement mes capacités, parce que je suis une expression de la nature elle-même. » Et cet amour de soi, une fois que c'est établi, une fois que c'est profondément intériorisé, devient une base pour tout le reste. Cela devient une base pour des relations authentiques avec d'autres femmes. Parce qu'une femme qui s'aime elle-même ne peut pas permettre aux autres femmes d'être opprimées. Elle reconnaît sa propre nature en elle. Elle reconnaît que leur nature est la même que la sienne. Et donc, elle travaille pour leur libération. Cela devient aussi une base pour la résistance efficace au patriarcat. Parce qu'une femme qui s'aime elle-même ne peut pas accepter une position d'infériorité. Elle ne peut pas accepter qu'on lui dise qu'elle est moins qu'eux. Elle ne peut pas accepter qu'on lui dise que ses désirs, ses ambitions, ses rêves ne comptent pas. Parce qu'elle sait, profondément, que c'est un mensonge. Elle sait que sa nature est égale à celle de tout homme. Et elle ne peut pas vivre en contradiction avec cette compréhension. Et cela devient finalement une base pour une vie vraiment libre. Parce qu'une femme qui s'aime elle-même, une femme qui comprend profondément sa propre valeur, une femme qui reconnaît sa puissance, n'a plus besoin de chercher validation externe. Elle n'a plus besoin qu'un homme la dise qu'elle vaut la peine. Elle n'a plus besoin que la société la valide. Elle sait qu'elle vaut la peine. Elle le sait du plus profond d'elle-même. Et à partir de cette connaissance, elle peut commencer à construire une vie qui est vraiment sienne. Voilà l'héritage de Spinoza pour la conscience féminine. Ce n'est pas simplement que Spinoza nous a dit que les femmes sont égales aux hommes, c'est que Spinoza nous a offert une philosophie dans laquelle l'égalité des femmes n'est pas une affirmation morale qui peut être débattue ou réfutée. C'est une nécessité logique. C'est une vérité qui émerge de la structure même de la réalité. Et une fois que vous avez cette philosophie, une fois que vous avez ces outils intellectuels, le chemin vers la liberté devient visible. Non pas un chemin facile, non pas un chemin sans obstacle, mais un chemin qui est rationnellement justifié, qui est métaphysiquement fondé, qui est profondément aligné avec la nature même de l'existence. Voilà ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Voilà les secrets que Spinoza a laissés pour nous. Mais cela ne s'arrête pas ici. Il y a encore tellement plus à explorer.
Il y a encore tellement plus à découvrir sur comment cette philosophie continue à nous libérer aujourd'hui. Donc je vous le demande encore, restez avec nous, abonnez-vous. Et si vous êtes sur votre téléphone, hip cette vidéo. Cela signifie tellement pour nous. Cela signifie que cette lumière que nous partageons peut atteindre plus de personnes. Et dites-moi dans les commentaires, où êtes-vous? De quel pays regardez-vous cela? Et à quelle heure? Je veux vraiment savoir. Je veux sentir cette connexion avec vous. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers Spinoza et la carte ignorée de la conscience féminine. À bientôt. Bonjour à vous qui êtes ici en ce moment précis. Avant que nous entrions dans ce dernier acte, ce dernier mouvement de notre exploration extraordinaire de Spinoza et de la conscience féminine, je dois vous demander quelque chose d'extrêmement important. Si vous trouvez que les histoires inspirantes qui transforment votre vision du monde, qui vous changent jusqu'au plus profond de votre être, valent la peine d'être suivies, alors je vous supplie, je vous implore avec tout le respect que j'ai pour vous, de vous abonner à cette chaîne dès maintenant, cliquez ce bouton, faites-le maintenant. Participez à cette communauté extraordinaire de penseurs, de rêveurs, de femmes qui refusent les limites qu'on leur impose, de femmes qui veulent connaître la vérité. Ne manquez aucun moment de ce voyage que nous faisons ensemble vers la libération authentique. Et écoutez-moi très bien, si vous regardez cela sur votre téléphone en ce moment même, appuyez sur le bouton de hype. S'il vous plaît, je vous le demande sincèrement. Cela m'aide énormément à ce que ce contenu atteigne plus de gens, à ce que cette philosophie révolutionnaire arrive à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Votre hype est un acte d'amour envers les femmes dans votre communauté. Maintenant, de quel pays regardez-vous cela? De quel endroit du monde venez-vous? Et à quelle heure de votre journée écoutez-vous ces paroles? Est-ce le matin, avant de vous lancer dans votre journée de travail ou d'activité? Est-ce l'après-midi, pendant une pause, un moment de respiration au milieu de vos responsabilités? Est-ce la nuit, avant de vous endormir, quand vous réfléchissez à votre vie? Écrivez dans les commentaires. J'aime vraiment créer cette connexion avec vous. Partager ces pensées profondes avec une communauté mondiale de femmes qui cherchent la vérité. L'éthique vraie, au-delà de la morale imposée. Nous arrivons maintenant au moment décisif où nous devons vraiment nous enfoncer dans la profondeur de ce que signifie vivre selon Spinoza en tant que femme consciente. Nous avons exploré les fondations métaphysiques. Nous avons compris comment l'ontologie de Spinoza détruit le fondement même de l'infériorité féminine. Nous avons vu comment la raison peut être une arme tranchante de libération qui coupe à travers les mensonges accumulés de millénaires. Nous avons observé comment une conscience collective féminine, fondée sur la compréhension rationnelle, devient une puissance pratiquement irrésistible. Maintenant, nous devons répondre à la question ultime, la question qui touche à la vie véritable. Comment une femme transforme-t-elle son existence quotidienne, son être au monde, à la lumière de cette compréhension philosophique révolutionnaire? Et c'est ici que nous arrivons à peut-être le scandale philosophique le plus grand, le plus profond de Spinoza. C'est ici que nous arrivons à sa redéfinition complète et radicale de ce que nous entendons par morale. Parce que vous devez le comprendre, vraiment le comprendre, jusqu'au cœur. Spinoza rejette la morale traditionnelle. Il ne la rejette pas simplement en disant qu'elle est mauvaise, ou immorale, ou injuste. Non. Il la rejette en la remplaçant par quelque chose de tellement plus profond, de tellement plus ancré dans la réalité, de tellement plus vrai, que la morale traditionnelle apparaît en comparaison comme une illusion, une fabrication, un outil de contrôle social. Qu'est-ce que la morale traditionnelle? Pensez-y vraiment. Fermez vos yeux un moment. Pensez à la morale dans laquelle vous avez grandi. Qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de règles qu'on nous dit de suivre. Des règles qu'on nous affirme viennent de quelque part d'important, de Dieu, de la nature, de la tradition, de la raison universelle. Et nous dit-on que si nous suivons ces règles, nous sommes bons. Si nous les violons, nous sommes mauvais. C'est simple, c'est binaire et c'est séduisant dans sa simplicité extrême, parce que cela nous libère de la responsabilité de penser par nous-mêmes. Nous suivons simplement les règles. Nous ne posons pas de questions profondes.
nous ne remettons pas en cause, nous obéissons. Et en obéissant, nous pensons que nous sommes vertueuses, que nous vivons correctement, que nous accomplissons notre destinée. Et regardez comment cette morale patriarcale s'applique spécifiquement aux femmes. Qu'est-ce qu'une bonne femme selon ce système moral? Elle est obéissante à l'autorité masculine. Elle est chaste. Elle est sacrificielle. Elle met les besoins des autres avant ses propres besoins. Elle accepte son rôle assigné dans la structure patriarcale sans question. Elle ne demande pas trop. Elle ne vise pas trop haut. Elle ne désire pas trop fortement. Elle contrôle ses émotions. Elle ne parle pas quand les hommes parlent. Elle ne pense pas quand les hommes pensent. Et en retour pour cette obéissance, elle reçoit l'approbation sociale. Elle reçoit le respect de sa communauté. Elle reçoit le statut prestigieux de femme vertueuse. Mais réfléchissez un moment. Qu'est-ce qui arrive vraiment à elle? Qu'est-ce qui arrive à son âme? Qu'est-ce qui arrive à son potentiel? Qu'est-ce qui arrive à sa capacité de vivre pleinement? Tout s'amenuise graduellement. Tout s'éteint lentement. Comme une lumière qu'on éteint pièce par pièce, elle devient une ombre d'elle-même. Elle vit comme une prisonnière en acceptant sa prison comme sa vraie maison. Et c'est précisément là, exactement là, que Spinoza intervient avec une force philosophique extraordinaire. Il dit non, non à ce système entier, non à cette vision entière de la morale. Il dit quelque chose que presque personne n'ose dire. Il dit que la morale traditionnelle n'est pas une morale du tout. Ce n'est pas une vérité. C'est une fabrication. C'est un outil de contrôle social créé pour maintenir les gens, particulièrement les femmes, dans un état de servitude passive. Et voici ce qu'il propose à la place. Il dit que la morale véritable, la morale qui compte, la morale qui est inscrite dans la nature elle-même, c'est celle qui émerge de votre nature propre, de votre essence propre, de votre conatus propre, de votre effort propre de persévérer dans l'existence. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce qui est bien, ce qui est vertueux, ce qui est moral, c'est ce qui augmente votre puissance, ce qui augmente votre capacité réelle d'exister et d'agir, ce qui augmente votre joie, ce qui vous rend plus vivante, ce qui vous rend plus libre, c'est cela qui est bien, et ce qui est mal, ce qui est vice, ce qui est immoral, c'est ce qui diminue votre puissance, ce qui diminue votre capacité réelle d'exister et d'agir, ce qui diminue votre joie, ce qui vous rend moins vivante, ce qui vous rend moins libre. C'est cela qui est mal. Appliquez maintenant cette éthique radicalement nouvelle à la vie réelle d'une femme. Une femme qui étudie, une femme qui développe son esprit, une femme qui apprend, qui lit, qui explore, qui grandit intellectuellement, qui expande sa compréhension du monde. Elle augmente sa puissance d'agir. Selon l'éthique véritable de Spinoza, ce que je viens de décrire, c'est bien. Ce n'est pas de l'orgueil féminin, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'arrogance, c'est bien, c'est vertueux. C'est moral, c'est l'expression de la nature féminine à son meilleur. Une femme qui poursuit une carrière qui l'excite réellement, qui lui permet de créer quelque chose de significatif, qui lui donne un sens profond, qui augmente son autonomie, qui augmente son pouvoir dans le monde, qui augmente son indépendance financière et politique. Elle augmente sa puissance d'agir. Selon l'éthique de Spinoza, c'est bien. Une femme qui aime librement, qui choisit ses partenaires romantiques selon son propre jugement, qui quitte une relation si elle ne la sert plus, si elle diminue sa puissance au lieu de l'augmenter, qui refuse d'accepter la maltraitance ou l'indifférence émotionnelle, qui insiste sur l'égalité dans ses relations. Elle augmente sa puissance d'agir. C'est bien. Une femme qui dit non. Non quand elle veut dire non. Non à un travail qui l'épuiserait, non à une relation qui l'écraserait, non à des responsabilités qui ne sont pas siennes, non à la culpabilité qu'on essaie de lui imposer, non à l'oppression, non à l'injustice, non à sa propre diminution. Elle augmente sa puissance d'agir. C'est bien, une femme qui prend soin d'elle-même, qui écoute les signaux de son corps, qui se nourrit bien, qui bouge son corps consciemment, qui se repose quand elle en a besoin, qui refuse de s'user jusqu'à la corde pour servir les autres, qui reconnaît que son propre bien-être n'est pas égoïste mais nécessaire.
Elle augmente sa puissance d'agir. C'est bien. Une femme qui crée, qui écrit, qui peint, qui chante, qui invente, qui exprime sa vision unique du monde, qui ajoute quelque chose de nouveau et de beau à l'univers. Elle augmente sa puissance d'agir. C'est bien. Une femme qui refuse la honte, qui reconnaît que la honte qu'on lui impose pour ses désirs naturels, pour son corps, pour ses ambitions, c'est une arme de contrôle, qui rejette cette honte, qui s'accepte complètement. Elle augmente sa puissance d'agir. C'est bien. D'autre part, une femme qui se sacrifie constamment, qui abandonne continuellement ses propres rêves pour ceux des autres, qui se nie complètement, qui nie ses propres désirs, qui accepte une position permanente d'infériorité, qui se permet d'être traitée mal pour maintenir la paix, pour garder un partenaire, pour ne pas déranger. Elle diminue sa puissance d'agir. Selon l'éthique de Spinoza, c'est mal. Une femme qui accepte l'ignorance, qui refuse d'apprendre, qui ferme son esprit délibérément, qui accepte les mensonges qu'on lui raconte sur elle-même, sur les femmes, sur la nature, sur Dieu. Elle diminue sa puissance d'agir. C'est mal. Une femme qui s'abandonne au cynisme complet, qui arrête de croire qu'une vie meilleure soit possible, qui perd son courage face à la vie, qui arrête de rêver, qui accepte la défaite avant même d'avoir vraiment combattu. Elle diminue sa puissance d'agir. C'est mal. Voyez-vous comment cela inverse complètement la morale patriarcale? Absolument complètement. Vous voyez comment ce qui était considéré comme vertu devient vice? Comment l'obéissance devient une faiblesse? Comment le sacrifice devient une destruction de soi? Comment la chasteté forcée devient une prison, et comment ce qui était considéré comme vice, comme égoïsme, comme arrogance féminine, devient soudainement la vertu la plus haute. Et c'est extraordinaire parce que cela donne à une femme la permission de vivre pleinement. Cela lui donne la permission de poursuivre son bonheur authentique. Cela lui permet de se donner la permission de s'aimer elle-même sans culpabilité. Mais ici, je dois être absolument clair sur quelque chose d'important. Spinoza ne dit pas que chacun devrait simplement faire exactement ce qu'il veut de manière totalement égoïste, sans penser du tout aux autres. Ce serait une grave mauvaise compréhension de sa pensée. Ce que Spinoza dit, c'est que votre vrai intérêt, votre intérêt bien compris, rationnel, c'est augmenter votre puissance d'une manière qui ne détruit pas activement la puissance des autres. Pourquoi ? Parce que si je vis dans un monde où les autres autour de moi sont malheureux, où les autres vivent dans la peur constante, où les autres sont systématiquement opprimés, où les autres sont réduits à des ombres d'eux-mêmes, cela affecte finalement ma propre puissance. Si je vis dans une société dominée par la violence, par la méfiance mutuelle, par l'hostilité généralisée, par la compétition féroce et destructrice, ma propre vie est diminuée. Elle est moins riche, elle est moins joyeuse, elle est moins libre, elle est moins sûre. Mais si je vis dans une société où les autres s'épanouissent, où les autres développent leurs capacités, où les autres sont heureux, où les autres sont libres, cela augmente potentiellement ma propre puissance aussi. Parce que je peux collaborer avec eux, je peux apprendre d'eux, je peux aimer avec eux, je peux créer avec eux. Je peux m'appuyer sur la richesse collective de leurs talents et de leurs contributions. Donc une femme qui cherche véritablement à augmenter sa puissance de façon rationnelle découvrira naturellement qu'elle a un intérêt fondamental à ce que les autres femmes s'épanouissent aussi. Elle découvrira que sa propre libération est inséparablement liée à la libération des autres femmes autour d'elle. Elle découvrira que travailler pour la liberté collective des femmes est en fait le meilleur moyen d'assurer sa propre liberté individuelle. Et c'est comment l'éthique égoïste de Spinoza, cette éthique fondée sur l'augmentation de la puissance, mène paradoxalement à une forme profonde et radicale d'altruisme. Le droit naturel et la révolution féminine. Maintenant, nous devons parler de l'un des concepts les plus radicaux, les plus subversifs et les plus mal compris de toute la philosophie de Spinoza. C'est le concept du droit naturel. Et quand je vous parle de cela, je veux que vous écoutiez avec l'attention la plus intense, parce que ce concept, plus que n'importe quel autre, change absolument tout. Il crée une fondation inébranlable pour les droits des femmes.
Voici ce que Spinoza dit, et c'est absolument crucial. Le droit naturel est identique à la puissance. En d'autres termes, ce que vous pouvez faire, ce que votre nature vous permet de faire, ce que vous avez la puissance de faire, c'est précisément ce que vous avez le droit naturel de faire. Il n'y a pas de droit moral abstrait qui existe au-dessus ou en dehors de cette puissance. Il n'y a pas de commandement divin qui pourrait enlever un droit naturel à quelqu'un. Il n'y a pas de loi humaine, pas de décret social, pas de tradition ancienne qui pourrait annuler un droit naturel. Si vous avez la puissance de faire quelque chose, vous avez le droit naturel de le faire. C'est clair, c'est logique, c'est inévitable. Maintenant, écoutez-moi très bien. Cela peut sembler scandaleux, cela peut sembler dangereux, cela peut sembler immoral, mais réfléchissez-y vraiment, profondément, pensez-y dans tous ces détails. Qu'est-ce que cela signifie réellement dans le contexte spécifique de la condition féminine? Les femmes ont-elles la puissance de penser? Oui, elles l'ont. Elles ont des cerveaux, elles ont de la cognition. Elles peuvent réfléchir aussi profondément que n'importe quel homme, donc elles ont le droit naturel de penser, librement, sans que quelqu'un d'autre contrôle leurs pensées, libres du contrôle mental que le patriarcat essaie d'imposer. Libres de créer leurs propres idées, leurs propres conclusions, leur propre philosophie. C'est un droit naturel. Les femmes ont-elles la puissance de désirer? Absolument. Elles ont des corps, elles ont des sentiments, elles ont des aspirations. Elles ressentent le manque et le désir comme n'importe quel être humain. Donc, elles ont le droit naturel de désirer. Qu'elles désirent être mères ou pas, qu'elles désirent être en relation romantique ou pas, qu'elles désirent une carrière ou pas, qu'elles désirent avoir un impact sur le monde ou pas, qu'elles désirent le pouvoir ou pas. Chaque désir authentique qui émerge de leur propre nature, c'est un droit naturel. Les femmes ont-elles la puissance de refuser? Oui, elles peuvent dire non. Elles peuvent résister, elles peuvent rejeter, donc elles ont le droit naturel de refuser le mariage, de refuser la maternité, de refuser un emploi, de refuser un homme, de refuser une structure, de refuser de servir quelqu'un d'autre, de refuser tout ce qui ne les sert pas, qui diminue leur puissance. C'est un droit naturel. Les femmes ont-elles la puissance de gouverner? Elles ont l'intelligence, elles ont la capacité de stratégie, elles ont l'empathie, elles ont le courage, elles ont les talents de leadership. Oui, elles ont absolument la puissance de gouverner. Pas comme une exception octroyée par les hommes au pouvoir, mais comme un droit naturel qui leur appartient intrinsèquement, simplement parce qu'elles ont la puissance de le faire. Les femmes ont-elles la puissance de créer? Elles ont l'imagination, elles ont l'énergie, elles ont la vision, elles ont le talent artistique, scientifique, philosophique, entrepreneurial. Oui, elles ont la puissance de créer, donc elles ont le droit naturel de créer de l'art, de créer de l'entreprise, de créer des mouvements, de créer des civilisations, de créer une nouvelle réalité. Vous voyez comment cela fonctionne? Vous voyez la logique implacable de ce concept? Il n'y a rien dans cette logique qui pourrait faire une exception spéciale pour les femmes. Il n'y a rien qui dirait que les femmes peuvent penser, mais pas agir, ou qu'elles peuvent désirer, mais pas obtenir, ou qu'elles peuvent refuser, mais pas être respectées pour leur refus. Non, Spinoza est absolument clair et définitif. Le droit naturel des femmes à augmenter leur puissance est exactement aussi fort, exactement aussi valide, exactement aussi inévitable que le droit naturel des hommes. Et c'est là où Spinoza devient véritablement dangereux, véritablement terrifiant pour le patriarcat, parce qu'il ne base pas son argument sur une morale abstraite. Il ne dit pas que les femmes devraient être traitées équitablement parce que c'est juste ou parce que c'est bienveillant. Il dit que les femmes ont un droit naturel égal parce que c'est logiquement, mathématiquement, inévitablement vrai. Et si c'est logiquement vrai, aucun argument moral, aucune tradition ancienne, aucun système religieux ne peut le réfuter. Et je veux être très clair sur quelque chose d'important. Spinoza n'invente pas ce droit naturel. Ce droit naturel existe déjà. Les femmes l'ont toujours eu, parce que les femmes ont toujours eu la puissance de penser.
Elles ont toujours eu la puissance de désirer. Elles ont toujours eu la puissance de refuser. Elles ont toujours eu la puissance de gouverner. Elles ont toujours eu la puissance de créer. Ce droit n'a jamais été absent. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un doit leur donner. C'est quelque chose qu'elles possèdent simplement en vertu d'être des êtres conscients, avec de la puissance d'agir. Ce que le patriarcat a fait, ce que les structures oppressives ont fait, c'est qu'elles ont violé ce droit naturel. Elles ont dit non à un droit qui existe naturellement. Elles ont utilisé la force, la menace, l'idéologie religieuse, l'éducation déficiente pour empêcher les femmes d'exercer un droit qui leur appartient intrinsèquement. Donc ce que Spinoza fait, c'est qu'il nous permet de reconnaître un droit qui était toujours là. Il nous permet de voir à travers le mensonge patriarcal. Il nous permet de proclamer ce que la nature elle-même proclame. Et c'est révolutionnaire. Maintenant, Spinoza parle aussi de ce qui arrive quand un droit naturel est violé systématiquement. Et il dit quelque chose de profondément important. Il dit que quand votre droit naturel est violé, quand votre puissance est systématiquement diminuée par les structures sociales, vous avez le droit de résister. Vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de vous battre pour votre liberté. Vous avez le droit de vous rebeller. Et remarquez comme Spinoza ne moralise pas sur ce point. Il ne dit pas que vous avez un devoir moral, une obligation religieuse de résister à l'oppression. Non, il dit simplement que c'est votre nature, c'est votre conatus qui vous pousse à résister. C'est votre essence même, votre effort fondamental de persévérer dans l'existence qui demande la liberté. La résistance n'est pas une vertu extérieure supplémentaire. C'est simplement ce que vous êtes. C'est l'expression naturelle de votre essence face à l'oppression. Une femme qui reconnaît cela, une femme qui comprend profondément, viscéralement, que son désir de liberté n'est pas une indulgence, que ce n'est pas une faiblesse, que ce n'est pas de l'égoïsme, que c'est son droit naturel qu'elle a possédé depuis sa naissance, qu'elle l'a toujours eu mais qu'on lui a dit de le nier, elle transforme quelque chose d'essentiel en elle. Elle ne peut plus jamais se sentir coupable de vouloir la liberté. Elle ne peut plus jamais accepter les accusations selon lesquelles elle serait égoïste pour demander son droit naturel. Elle ne peut plus accepter la culpabilité. Et c'est là que la transformation vraie commence. Parce que tant qu'une femme se sent coupable de vouloir sa liberté, elle peut être contrôlée. La culpabilité est une arme extraordinairement puissante. Elle fonctionne de l'intérieur. Elle silencieuse, mais une fois qu'une femme rejette cette culpabilité, une fois qu'elle reconnaît que c'est un mensonge, une fois qu'elle reconnaît son droit naturel inaliénable, le système commence à craquer. La fondation de la domination commence à s'effriter. Maintenant, parlons de ce qui arrive quand cela se produit à grande échelle. Parlons de ce qui arrive quand une multitude de femmes reconnaît simultanément son droit naturel. Quand une multitude de femmes rejette collectivement la culpabilité. Quand une multitude de femmes refuse, d'une voix unie, d'accepter la violation de son droit naturel. C'est là qu'émerge ce que nous pourrions appeler une révolution véritablement fondamentale. Mais ce n'est pas une révolution ordinaire, ce n'est pas simplement un changement de gouvernement ou de loi, ce n'est pas simplement le remplacement d'une classe dirigeante par une autre. C'est une transformation ontologique profonde, c'est une transformation fondamentale de ce qu'il est possible d'être. C'est une transformation de la structure même de la réalité sociale. Imaginez une société où la conscience féminine s'est véritablement éveillée selon Spinoza. Imaginez une société où chaque femme reconnaît son droit naturel à augmenter sa puissance. Imaginez une société où chaque femme exerce sa raison pour comprendre comment elle a été opprimée par les structures patriarcales. Imaginez une société où chaque femme rejette la morale patriarcale et construit sa propre éthique fondée entièrement sur l'augmentation authentique de la puissance. Que se passerait-il? Eh bien, les structures économiques changeraient de manière radicale et complète. Parce que la plupart des femmes ne pourraient pas accepter d'être payées systématiquement moins que les hommes pour le même travail. Elles ne pourraient pas accepter de travailler dans des domaines économiques qui les maintiendraient dépendantes des hommes.
Elles exigeraient l'égalité économique absolue. Et une multitude féminine unie demandant cette égalité serait pratiquement impossible à ignorer, impossible à rejeter. Les structures politiques changeraient. Les femmes qui reconnaissaient leur droit naturel à gouverner ne pourraient pas accepter d'être exclues du pouvoir politique. Elles exigeraient une représentation égale, une voix égale, un pouvoir égal. Et une fois que les femmes auraient le pouvoir politique égal, les lois changeraient radicalement. Parce que les femmes mettraient en place des lois qui protègent véritablement les droits naturels de toutes les femmes. Les structures religieuses changeraient. Les femmes qui comprenaient que Dieu n'a pas de genre, que la substance infinie n'a pas de préférence pour le masculin sur le féminin, ne pourraient plus accepter une religion qui prêche explicitement l'infériorité des femmes. Elles rejetteraient les religions patriarcales. Elles recréeraient les spiritualités qui honorent réellement la nature féminine. Ou peut-être elles embrasseraient simplement une vision de l'existence fondée purement sur la raison et la nature, sans la nécessité de religion organisée du tout. Les structures de la famille changeraient complètement. Les femmes ne seraient plus forcées dans le mariage par la nécessité économique absolue. Elles pourraient choisir librement de se marier ou non, avec qui, selon leurs propres besoins et désirs authentiques. Une femme mariée ne serait plus la propriété légale de son mari. Elle serait une égale. Elle pourrait prendre des décisions indépendantes sur ses propres finances, ses propres enfants, son propre corps, et les structures éducatives changeraient de manière complète. Chaque fille aurait accès à la meilleure éducation disponible dans la société. Pas juste l'accès superficiel à l'école, l'accès complet, profond, à tous les domaines d'études, les sciences dures, la philosophie, les mathématiques, le commerce, les arts, la politique, la littérature, les technologies émergentes, tout, absolument tout. Et une fois que cela se produisait, une fois que les femmes avaient une éducation égale, elles exerceraient leur raison à son plein potentiel sans entrave. Elles construiraient sur des siècles de savoir accumulés. Elles créeraient de nouvelles connaissances. Elles inventeraient, elles découvriraient, elles révolutionneraient chaque domaine du savoir humain. Et remarquez ce qui se passerait réellement. Vous auriez libéré la puissance mentale, créative, politique, économique de la moitié de la population humaine. Vous auriez donné à des milliards de femmes la capacité d'augmenter leur puissance d'agir authentiquement. Vous auriez créé une société où les talents, les créativités, les intelligences, les visions originales des femmes n'étaient plus perdues, gaspillées, écrasées. Pensez à la science. Pensez à tous les appareils technologiques que les femmes auraient pu inventer. Pensez à tous les médicaments qui auraient pu être découverts. Pensez à toutes les théories scientifiques révolutionnaires que les femmes auraient pu développer si elles avaient eu accès égal à l'éducation et au pouvoir. Pensez à la philosophie. Pensez à toutes les idées originales, à toutes les visions du monde que les femmes auraient pu créer. Pensez aux arts. Pensez à la littérature, la musique, la peinture, la danse, le cinéma que les femmes auraient pu créer si elles avaient eu le temps, l'énergie, les ressources et le respect social pour le faire. La patriarchie n'a pas juste opprimé les femmes individuellement, elle a appauvri l'humanité entière, elle a amputé la civilisation humaine. Elle a systématiquement jeté à la poubelle, année après année, siècle après siècle, les talents, les rêves, les contributions potentielles extraordinaires de la moitié de la population humaine. Et cela, c'est un crime contre l'humanité elle-même. Maintenant, Spinoza est clair sur quelque chose. Il nous dit que cette révolution féminine fondamentale n'arrivera pas automatiquement. Le progrès n'est pas inévitable. L'histoire n'a pas une direction fixe. Le changement requiert de l'action consciente. Il requiert une conscience qui s'éveille. Il requiert que les femmes se réveillent à leur puissance propre. Il requiert qu'elles refusent activement l'oppression. Il requiert qu'elles construisent ensemble une vision nouvelle et radicale de ce qu'il est possible d'être en tant que femme. Et c'est une responsabilité extraordinaire. C'est un poids que Spinoza place sur les épaules de chaque femme consciente. Elle ne peut pas simplement connaître la vérité et la garder en silence pour elle-même.
Elle ne peut pas simplement comprendre son droit naturel et l'ignorer complètement. Elle doit agir, elle doit parler, elle doit refuser, elle doit créer, elle doit construire, elle doit résister. Parce que l'ordre patriarcal ne s'effondrera pas de lui-même. L'ordre patriarcal a trop d'investissements à continuer. Il doit être activement rejeté. Il doit être activement transformé par ceux et celles qui le subissent. Mais voici quelque chose de très important. C'est possible. Ce n'est pas un rêve impossible, une utopie irréaliste qui n'aurait jamais pu être réalisée. C'est possible parce que cela dépend de la nature elle-même. Cela dépend du conatus des femmes, de leur effort naturel, fondamental, de persévérer dans l'existence. Et cette force naturelle, ce désir fondamental de liberté et de puissance est bien plus puissant que tous les systèmes de contrôle que la patriarchie a jamais créés. Elle est plus fondamentale, elle est plus profonde, elle est inscrite dans la structure même de la réalité elle-même. Merci infiniment de m'avoir accompagné à travers ce voyage extraordinaire, profond et transformateur. Merci d'avoir écouté ces paroles. Merci d'avoir ouvert votre esprit à ces idées qui changeront votre vie et le monde autour de vous. S'il vous plaît, partagez cela avec d'autres femmes. Posez les questions difficiles. Agissez. Vivez consciemment. Parce que le monde attend votre puissance. Le monde attend votre joie. Le monde attend votre liberté absolue. À bientôt. Que la lumière de Spinoza brille toujours en vous.